Donc bonjour à tous, Thibaut Vallon de la société Thales. Moi je travaille donc chez Thales autour de l'accompagnement à l'utilisation de ces technologies-là dans différents cas d'usage du groupe qui vont de la défense au space, à l'aéronautique. Et donc comment maximiser l'utilisation? Et c'est toutes les questions que j'aurai aujourd'hui pour nos 4 autres intervenants. Bonjour, Marie-Julie Pécou, Diginext. Je suis en charge de la commercialisation de l'offre formation et support aux opérations. On travaille dans ce domaine depuis pratiquement une vingtaine d'années, notamment beaucoup avec Airbus, puisqu'on est localisé à Toulouse. Et donc, la petite spécificité qu'on a, c'est de proposer des outils auteurs pour permettre à des gens métiers de créer leur propre contenu de réalité virtuelle et réalité augmentée. Bonjour, Pierre Novaki, donc je fais partie de la société Dacry qui développe des lunettes de réalité augmentée mais aussi une plateforme de solutions. Je suis partie de l'équipe commerciale et de développement des projets à Dublin. Et effectivement, on est ici pour présenter pas uniquement les cas d'usage mais aussi les retours expériences lors des pilotes qu'on a pu réaliser. Bonjour à tous, Nicolas Chantraine, CTO du groupe Segula Technologies. Donc bien, Segula Technologies. Bien devant. Ouais, c'est bon comme ça. Donc je disais CTO de Segula Technologies. Alors notre stand est juste ici. Donc en 2 mots, Segula Technologies, c'est un groupe d'ingénierie de à peu près 11 000 personnes. Moitié de l'activité dans l'automobile, moitié dans les autres secteurs que sont l'aéronautique, le naval, le ferroviaire, etc. Et donc en matière de réalité augmentée, réalité virtuelle, nous on a plutôt un rôle d'intégrateur des différentes solutions en fonction des cas d'usage des clients et de développement des contenus 3D, pédagogiques, etc. Au service des clients. Jérôme Royan, je suis principal architecte dans un institut de recherche technologique BICOM. Alors, je suis ici plus pour la partie contribution dans normalisation sur les technologies de la réalité augmentée, puisque nous menons une activité et une action au niveau de l'ETSI pour permettre justement d'améliorer l'interopérabilité des technologies de réalité augmentée et permettre aussi de jouer un petit peu au Lego avec ces différentes composantes pour développer des applications sur mesure. Voilà. Très bien. Alors, ce que je vous propose, je me suis fait un petit questionnaire dont vous n'avez pas encore les questions. En petite introduction, comme ça, pour vous, c'est quoi le facteur de réussite d'un projet autour de l'utilisation de ces technologies immersives, donc dans la maintenance et dans la formation? On va faire dans l'ordre. Allez, on commence comme ça. Merci. Je pense qu'en effet, le premier point, c'est de bien comprendre. Donc, on est tous un petit peu fournisseurs de technologie, je dirais. Donc, le premier point, évidemment, de bien comprendre le besoin du client et de proposer, je pense, les meilleures solutions qui sont très diverses. On a vu beaucoup de clients perdus sur le salon avec tout ce qui se présente un petit peu à eux en termes de technologie. Donc, il faut vraiment déjà éclaircir tout ça. Et après, il faut vraiment réfléchir, donc démonstration pour essayer de voir quelle est la meilleure utilisabilité pour la formation et la maintenance. Mais très rapidement réfléchir industrialisation, comme on a vu, donc les données, comment on les récupère, comment on les met à jour, qui c'est qui crée le contenu, etc. Donc je pense que c'est vraiment cette phase-là qui est importante. Et jusque-là, il y a eu beaucoup de démonstrateurs abandonnés, puisque voilà, on peut toujours montrer quelque chose, mais comment on va le faire de manière volumique plus tard, ça va être très difficile. Donc c'est important de se poser les bonnes questions d'industrialisation. Voilà, le besoin et l'industrialisation. Oui, effectivement, je pense que c'est un excellent résumé. On a fait aussi beaucoup de preuves de concept chez Dacry qui ont effectivement amené d'autres questions, et notamment la question du déploiement. Et c'est pour ça notamment que là, on présente une suite qui s'appelle WorkSense, qui est une suite de solutions qui se déploient plus rapidement. En fait, j'aimerais aussi rebondir sur le fait que très souvent, on a parlé aux équipes innovation, aux équipes opération. Mais au moment de déployer, en fait, le device a été donné à l'équipe, aux opérateurs sur le terrain qui n'étaient pas engagés dès le départ dans les projets. Et du coup, dès maintenant qu'on démarre un projet, on essaie de mettre dans la boucle aussi bien l'équipe innovation, mais aussi les opérateurs, de manière à ce que ce soit eux, au final, qui fassent l'itération sur l'application et qui nous disent « Ok, ça me plaît, ça me plaît pas ». Et c'est comme ça aussi qu'on déploie. C'est pas uniquement, je dirais, trouvant... Il y a l'idée du cas d'usage, mais je pense aussi qu'il y a l'idée d'intégrer tout le monde dans la boucle. Sinon, ça finit en un abandon de la technologie qui est malheureux au regard du fait qu'on a fait beaucoup d'efforts avant avec les équipes opération et innovation, par exemple. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue. Effectivement, l'aspect adhésion des futures équipes utilisatrices est absolument essentiel. Et donc, voilà, doit être travaillé dès le départ. Je rebondis également sur ce qu'a dit Madame Pécou, là, sur les aspects plus techniques. Il faut
quand même dès le départ avoir bien conscience de quelles briques il va falloir utiliser parce que elles ne sont pas toutes effectivement valables pour tous les cas d'usage et bien avoir conscience des interfaces qu'il faudra éventuellement développer, notamment avec les systèmes d'information de l'entreprise parce que c'est, comme le disait également l'intervenant précédent d'Airbus, c'est un point qui peut être assez facilement sous-estimé. Je crois que tout a été plutôt résumé. J'arrive en dernier, c'est pas simple. Hein. Oui, évidemment, conception centrée utilisateur, mettre l'opérateur au centre, c'est essentiel. On fait face à une multiplication des technologies, chacun apporte leurs bénéfices. En face, il y a des tâches de l'opérateur. Il faut trouver quelles sont les bonnes technologies par rapport aux tâches de l'opérateur. Trouver les bénéfices, parce que l'idée derrière, c'est quand même d'aller chercher un retour sur investissement pour l'industriel, essentiellement, ou alors réduction des risques pour les opérateurs. Et ce qu'on va voir, c'est si réellement derrière il y a un déploiement, c'est-à-dire que si la preuve de concept bascule dans une phase de déploiement pour que la solution soit industrialisée et utilisée par l'ensemble des opérateurs. Donc ça, c'est la moyen de vérifier si une solution a réellement apporté un bénéfice industriel, c'est voir si on va jusqu'à la phase de déploiement. Alors c'est très intéressant. On parle beaucoup de la mise au centre de l'utilisateur. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord et sur un cas d'usage. On a eu la même réflexion ce matin sur la session santé avec les applications de santé. Et on se retrouve à un petit... je vois les gens qui étaient là ce matin et qui se doutent de la question que je vais poser. On se trouve sur un petit... alors peut-être une petite incohérence, je ne sais pas, vous allez me dire. Le titre de la table ronde, c'est « Solutions dédiées ou outils génériques ». Quand on dit « outils génériques », c'est un aspirateur. On en achète, on le met, ça marche. Or, si on fait ça, on n'est pas en lien avec les équipes. On n'a pas préparé les choses. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible d'aller vers une mise en production d'outils sans qu'on passe vraiment par cette réflexion en amont avec les utilisateurs? Non, on a une brique, on va la mettre, on a vraiment un outil générique et elle va se placer dans un process. Est-ce que c'est possible ça? Est-ce que ça implique des changements dans la conception des outils ou est-ce que c'est juste une façon d'accompagner l'outil par tout ce que vous imaginez de collatéral, la formation, l'aide au changement, etc. L'outil générique, il est assez compliqué. Concrètement, nous on est plus sur la solution Lego, c'est-à-dire avoir un ensemble de composants, choisir les bons composants, les assembler ensemble pour répondre à un besoin particulier. Les besoins, que ce soit en réalité augmentée, on a des environnements qui sont divers et variés, des besoins en termes d'interaction qui sont divers et variés, et on a un ensemble de composants technologiques qui sont à notre disposition. Le problème, c'est que ces composants ne sont pas interopérables. Donc il est extrêmement compliqué de les assembler les uns avec les autres pour répondre à un besoin donné. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des solutions clés en main et on va essayer de faire du techno-push et de voir en quoi ces solutions clés en main vont pouvoir répondre au mieux aux besoins du client. Mais on n'est pas aujourd'hui dans une conception centrée utilisateur sur laquelle on analyse réellement le besoin et à ce moment-là, on va développer la solution sur mesure. Et le sur mesure, aujourd'hui, il est encore assez complexe. Alors, ça va être sur mesure, par exemple, sur les solutions de tracking. La solution de tracking idéale n'existe pas. Celle qui répond à l'ensemble des environnements et l'ensemble des besoins n'existe pas. On a besoin des fois de se localiser dans l'espace. C'est ce que fait très bien les HoloLens. On a besoin des fois de se traquer par rapport à une pièce précise, un élément précis d'un système. C'est ce que fait, pour citer par exemple, Diota fait des choses très bien sur ce type de techno. On a besoin après de faire un tracking d'une pièce qui est mobile. Donc, on a besoin par exemple aussi de faire de la mesure. Si on est capable de faire la mesure, de faire la qualité en même temps que l'assemblage, et d'avoir de la traçabilité sur les phases d'assemblage, c'est le Graal. Mais pour tout ça, ça nécessite un ensemble de composants bien précis de tracking qui va être assemblé les uns avec les autres et qui n'est pas simple aujourd'hui. Alors je parle du tracking, mais je pourrais parler aussi de tout ce qui est affichage. On n'a pas besoin toujours d'avoir des lunettes, on peut utiliser des tablettes. Et il faut une solution qui puisse être portable sur ces différents types de dispositifs. Donc c'est toute la difficulté aujourd'hui d'être capable de faire du Lego. Et pour ça, il y a besoin d'interopérabilité et donc besoin de standards et de normes pour permettre cette interopérabilité. Alors, juste avant que les autres complètent un peu tout ça, vous êtes la plupart effectivement fournisseurs de solutions. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez de base à l'interopérabilité de vos systèmes avec la participation peut-être à des consortiums internationaux, alors OpenXR ou d'autres, autour de ces technologies-là? Et comment vous concevez le fait de dire un industriel, il va avoir plein d'outils, il n'aura pas qu'un seul fournisseur. Donc comment vous imaginez ça? Est-ce que vous pensez être
les derniers, ou vous commencez à réfléchir à votre interopérabilité entre vous? Du coup, je voulais aussi rebondir par rapport à ça, mais en même temps, je vais répondre aux deux questions. Moi, je suis plutôt pour le standard, parce qu'on a développé beaucoup de POC avec donc les lunettes, et en fait, on avait une extension Unity. Et demander à un industriel dont le cœur de métier, c'est pas de développer Unity, il faut qu'il rajoute après pour développer un POC. Voilà, il y avait ces choses-là. Et du coup, pour répondre à ta question, Thibaut, effectivement, on a développé une suite maintenant d'applications qui sont liées à des systèmes industriels, un workflow de 5 applications qui sont liées à Autodesk, BIM 360 Doc, qui sont liées à IBM, à SAP. Et toutes ces choses-là font qu'il y a une base générique, réellement, et qui laisse, on va dire, 20% de la solution en customisable via des applications qu'on a créées par au-dessus. Mais les liens directement avec les systèmes industriels doivent être créés, parce que vous amenez déjà une innovation qui, sur la tête d'un opérateur qui n'a jamais mis lunettes dans sa vie. Ensuite, vous demandez à un industriel de développer une appli, et après, c'est impossible de déployer. Donc il faut absolument que nos systèmes soient connectés aux Enterprise Asset Management, au warehouse, peu importe, à toutes ces choses-là, de manière à ce que le déploiement et surtout le premier POC soit réalisable et surtout envisageable pour la suite. En tout cas, moi, je suis plutôt pour que nous, fournisseurs de solutions, facilitons le travail industriel sur l'adaptation à vos systèmes. Sinon, c'est beaucoup plus difficile de déployer. Ouais, je pense, peut-être je peux continuer parce que ça me tend la perche. Bon, effectivement, je pense qu'il y a des cas d'usage où finalement on pourra très bien utiliser des outils sur étagère en les configurant plus ou moins. Voilà. Des cas d'usage simple de formation, voilà, des cas d'usage même industriel mais isolés, sans besoin d'interconnexion, ou même d'époque aussi. On peut se contenter effectivement de solutions sur étagère légèrement ou un peu plus configurées. Au-delà, j'ai quand même le sentiment que si on veut, et je pense que ça va se produire, arriver à des utilisations beaucoup plus massives, beaucoup plus systémiques en fait dans l'industrie et beaucoup plus interconnectées avec les systèmes d'information, là on pourra utiliser les produits sur étagère en les configurant, mais il y aura toujours besoin probablement soit de greffer une brique tierce parce que dans un domaine donné, effectivement, je rejoins mon collègue de droite, elle est plus performante. Ou alors on aura toujours besoin de développer un petit spécifique pour s'interconnecter avec un système d'information pour lequel il n'y a pas encore de plugin sur la plateforme du fournisseur. Voilà, typiquement sur un ERP d'entreprise, c'est des logiciels ultra configurables et pourtant je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de projets où il n'y a aucun spécifique. Voilà. Donc à mon avis on aura toujours besoin de spécifiques, mais à mon avis la distinction entre les deux mondes générique versus spécifique, elle est en train de disparaître en réalité. Parce qu'on voit qu'effectivement, de plus en plus, les solutions sur étagère offrent des possibilités de plugin ou de développement qu'on va venir plugger dessus. Hein. Typiquement, je prends l'exemple de notre partenaire Diota qui, dans ses dernières versions, de développement propose effectivement des possibilités de développement de tierces parties, donc de plugins en interconnexion avec d'autres systèmes d'information ou même de customisation de l'interface. C'est un exemple. Autre exemple, on a dans le paysage des choses qui sont des purs SDK type ARCore, ARKit, qui sont quand même assez spécialisés et dans des environnements assez limités en termes de fonctionnalité. On commence à voir des méta-SDK qui vont venir finalement reposer sur ces SDK-là, mais permettre des développements de beaucoup plus haut niveau. Donc voilà, on est en train de faire un peu le pont entre ces deux mondes. Et je pense que voilà, globalement, on va converger vers un univers où il y aura des éléments sur étagère avec beaucoup de fonctionnalités et quand même la possibilité de faire les interconnexions ou les greffes de briques de manière satisfaisante et efficace pour le client. Du coup, je souhaiterais déjà différencier deux sujets, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, parce que quand même la réalité virtuelle a commencé il y a très longtemps, en effet on l'a dit. Nous on travaille là-dessus depuis presque une douzaine d'années avec Airbus et de plus en plus avec de clients. Donc on a un socle fonctionnel aujourd'hui qu'on met à disposition de nos clients qui permet vraiment d'aller très vite. Et on parle beaucoup de technologie pour le moment, mais le plus important aujourd'hui, c'est le contenu métier. Donc c'est pas tant les briques, etc. Moi, je pense qu'il faut bien que nos clients soient rassurés sur le fait qu'ils aient en face d'eux des gens qui gèrent la technologie et qui puissent, eux, se concentrer sur le contenu.
Donc nous, on est vraiment sur des plateformes à mettre à disposition des clients où c'est leurs experts métiers qui vont pouvoir créer le contenu fonctionnel, donc ce qui va visualiser, donc que ce soit les animations, etc. Et que tout ce qui va être tracking, hardware, etc., qui puissent faire confiance et avoir des contenus qui durent dans le temps et de ne pas changer à chaque nouvelle technologie. Donc je pense qu'il y a déjà ça qui est très important. Donc aujourd'hui sur la partie virtuelle, déjà, il y a des choses qui existent et qui permettent d'aller très vite sans tout redévelopper de zéro sur des moteurs 3D un petit peu nouveaux de jeu, etc. Et par contre, la partie réalité augmentée, on se rend compte qu'il y a quand même des use cases qui reviennent. Donc de l'inspection, on va avoir des choses comme ça qui font qu'on peut proposer pareil un socle fonctionnel rapidement, mais on en découvre encore tous les jours aussi. Donc en réalité augmentée, c'est très différent parce que je pense qu'on va pouvoir encore explorer, découvrir de nouveaux usages où en effet on va avoir besoin de faire du spécifique. Et donc pour parler de standards, il faut savoir que voilà, dans la 3D, sans parler d'immersif ou de réalité augmentée, il y a des choses qui existent depuis très longtemps basées sur des standards qu'il faut regarder et pas repartir de zéro et se dire tout est nouveau. Il y a des choses qui existent depuis 15 ans dans la documentation technique de maintenance qui sont basées sur des standards et qui permettent justement l'interopérabilité, c'est-à-dire une compagnie aérienne, que l'animation 3D vienne de Airbus ou peut-être d'un Boeing ou d'autres choses, va pouvoir l'utiliser sans se préoccuper du format ou des choses comme ça. Alors, pour rebondir à tout ça, effectivement, on a beaucoup parlé de technologie jusque-là, mais au final, c'est pas vous, c'est pas moi qui vais l'utiliser, tout ça, c'est des gens qui sont informés, c'est des gens qui vont devoir maintenir des systèmes, qui vont devoir construire des choses. Aujourd'hui, comme ça, c'est quoi pour vous le lien entre la technologie, les facteurs humains et donc l'acceptabilité de ces nouveaux usages, en tout cas avec les différents projets que vous avez réalisés? Comment aujourd'hui vous estimez le marché et surtout comment vous sentez l'utilisation de ces technologies-là? Est-ce que c'est massif? Est-ce que c'est encore anecdotique? Celui qui veut. Du coup, je démarre. C'est une bonne question. En fait, encore une fois, je reviens à ce qu'on a dit déjà sur l'utilisateur en lui-même. Je pense vraiment qu'on a vu un changement sur les 6 derniers mois, la dernière année, où les gens arrivent plus sur votre stand et vous disent ont cet effet waouh, ils viennent nous poser la question qu'est-ce que je peux faire avec cet outil? Et ils vous demandent directement, on parle plus d'une lunette, on parle plus de la techno, on parle de quel type de ROI j'ai avec cette solution et quel type de solution vous fournissez. Quelle place, comment elle marche aujourd'hui? En tout cas pour Dacry aujourd'hui sur les solutions qu'on a avec nos lunettes, on est clairement passé en déploiement depuis 3-4 mois, pas avec tout le monde, il faut être honnête. On est encore en système de POC avec beaucoup de monde, parce qu'il faut encore, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a des cas d'usage qui nous échappent encore, parce qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent ces technos et qui apportent des réponses différentes. Néanmoins, sur les solutions un peu étagères, effectivement, ça peut être, peut-être pas formation, mais inspection, typiquement, où j'ai mes tags et je me déplace dans un environnement. Ces solutions-là sont, en fait, déjà déployées dans certaines industries. Et on le fait aussi, et ce n'est pas effectivement une ou deux lunettes ou une ou deux solutions, on parle de dizaines, de cinquantaines, de centaines qui sont en train d'être implémentées aujourd'hui. Donc je pense que le marché évolue beaucoup. Est-ce qu'il est prêt totalement? Non. Est-ce que nous on est prêt totalement? Non plus, il faut être honnête. Mais c'est aussi grâce à tous ces projets qu'on évolue. Et je pense que c'est une histoire de quelques mois, peut-être un an, avant que beaucoup de personnes parlent plus de déploiement que de POC en tout cas. C'est le sentiment que j'ai. Alors, juste avant de passer, tu vas pouvoir compléter Pierre là-dessus, c'est aussi en termes de device, parce qu'on voit le facteur humain, c'est aussi la manière d'utiliser cette technologie-là. Alors on voit sur le salon des tablettes, des lunettes de différents types. Moi je vois au quotidien, le facteur humain, c'est aujourd'hui les opérateurs n'imaginent pas forcément avoir des lunettes toute la journée, quel que soit pour la formation ou de la maintenance. Comment aujourd'hui vous voyez cette évolution de marché pour rejoindre la question d'avant? Alors c'est intéressant, je pense qu'en effet, il faut vraiment voir en fonction du besoin le périphérique qu'on peut proposer. Donc en effet, les lunettes, on ne va pas faire porter aux gens des lunettes toute la journée. Par contre, il y a des cas d'usage très spécifiques, très brefs, qui font que ça va être vraiment très performant d'avoir ce support avec les mains libres pour faire des choses où, sur certaines procédures d'inspection, par exemple, où les personnes partaient avec un papier dans la poche ou devaient tous les 10 mètres revenir à un PC pour voir la ligne d'après, avoir un casque et pouvoir vraiment en une demi-heure boucler une inspection sans oublier une seule ligne, parce que c'est pas tant des fois le temps gagné, mais ça va être aussi la qualité. Tout le monde est humain, il y a des erreurs, et donc c'est vrai que c'est des sujets
où là, on voit vraiment le gros intérêt d'avoir les mains libres, d'être efficace et peut-être d'avoir ça qu'une demi-heure par jour, mais ça va vraiment faire gagner en qualité puisqu'on évite d'envoyer un système sur lequel il y a un défaut qui va devoir revenir avec un client non satisfait. Donc je pense que c'est très important dès le début d'étudier le besoin et le périphérique associé. Mais clairement, sur les lunettes, je pense que de plus en plus, il y a des cas d'usage qui vont être peut-être brefs, mais qui vont permettre d'avoir une grosse valeur ajoutée. Je crois que il y a le matériel, les solutions, et puis il y a effectivement l'acceptation, l'imprégnation finalement des concepts de réalité virtuelle, réalité augmentée dans notre inconscient collectif. Je crois que sur les solutions matérielles et logicielles, j'ai envie de dire, on y est vraiment presque. C'est-à-dire que voilà, on a maintenant des solutions qui permettent des vraies applications industrielles. Il y a encore des petits trucs qui gênent par moment, mais voilà, globalement, je pense que dans 1 ou 2 ans, on aura vraiment des choses extrêmement matures où on n'aura plus aucune réticence ou arrière-pensée à les utiliser. Voilà. Pour ce qui est de l'appropriation par nous tous en réalité, hein, moi, quand même, depuis quelques mois, semaines, j'ai envie de dire, c'est comme Pierre, je ressens vraiment un changement. On voit vraiment au quotidien de plus en plus de gens parmi nos clients pour qui le fait qu'on puisse faire de la valeur sur des solutions comme ça ne fait plus aucun doute. Voilà. On a pu le démontrer sur des cas précis. Par exemple, sur de la mise au point robotique dans l'industrie automobile, on a pu démontrer que simplement avec une solution de réalité augmentée sur tablette où on vient finalement comparer la position théorique des cordeaux de colle par rapport à ce qui a été fait sur le robot en cours de mise au point, eh bien, on pouvait gagner plusieurs semaines, mais vraiment plusieurs semaines de mise au point avec une solution telle que celle-ci. Et voilà, c'est vrai qu'au départ, nos interlocuteurs étaient un petit peu étonnés, mais c'est la réalité. Donc je pense que voilà, maintenant, ça fait plus beaucoup de doutes qu'on peut vraiment faire de la valeur avec ces solutions-là. Et je crois que le tournant, il est vraiment courant 2017 et début 2018. Ce qui est intéressant, ce qu'on peut voir, c'est que les grands groupes qui ont réalisé pas mal de POC pendant des années ont identifié les retours sur investissement et commencent à déployer. Et ce qu'on peut voir aussi maintenant, c'est qu'il y a pas mal de PME qui commencent aussi à développer leur POC et qui vont bientôt déployer. Aujourd'hui, il y a encore pour ces PME souvent une question de coût qui est là. Hein. Créer des contenus réalité augmentée et lorsqu'on a 100 gammes dans notre usine, ben c'est un coût qui est encore là et qui ne leur permet pas d'accéder à ce type de technologie. Mais ces coûts diminuent parce qu'on a des outils qui facilitent la création de ces contenus réalité augmentée et donc ces technologies deviennent accessibles aux PME. Maintenant, sur la question de comment faire sur les facteurs humains, encore une fois, oui, il faut identifier un ROI, mais oui, il faut identifier un bénéfice pour l'opérateur final. Si on a envie d'avoir une adoption de ces dispositifs par les opérateurs, il faut qu'ils y retrouvent aussi leur compte. Et il y a un point pour certains industriels qui reste une barrière, c'est les CHSCT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin, et certains industriels font face à ces CHSCT en disant, très bien, on a des dispositifs see-through, c'est une lunette de réalité augmentée. Par contre, on aimerait s'assurer de l'innocuité de ces dispositifs. C'est-à-dire qu'on a quand même des systèmes optiques qui ne sont pas neutres. Et donc, certains industriels font face à la CHSCT en disant démontrez-moi qu'il n'y a pas de danger à utiliser pendant de longues périodes ces dispositifs see-through. Et aujourd'hui, c'est vrai que malheureusement, on a très peu d'études sur ces dispositifs. On a des variabilités des distances d'accommodation qui sont diverses et variées. Et donc, il y a encore ce point d'interrogation concernant ce type de dispositif. Voilà, un petit warning. Juste pour ajouter un petit exemple, parce qu'en effet, on part sur des périphériques aussi des fois très complexes, hein, mais il faut dire que par exemple dans l'aéronautique, tout ce qui est maintenance avion, il y a très longtemps qu'ils ont introduit des animations 3D, alors qu'à l'époque c'était beaucoup de texte en anglais avec quelques illustrations, et c'est carrément les utilisateurs qui demandent à avoir plutôt des supports visuels de ce type plutôt que d'avoir ce genre d'animation. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment regarder le besoin et aussi ne pas aller toujours dans des choses peut-être très complexes. Il y a aussi des choses très simples qui existent pour être très efficaces et qui du coup sont plus acceptées par les utilisateurs. Juste, c'est intéressant, on continue sur la partie utilisateur. Vous avez parlé d'adoption, d'accord ? Il faut une partie d'adoption, de formation, enfin on peut l'appeler différemment. Et on se rend compte que l'adoption dans le numérique depuis quelques années, justement, elle vient plutôt du domaine grand public que du domaine professionnel pour un certain nombre de domaines.
Il se trouve, et je crois que tu l'as mentionné, que ARCore et ARKit sont arrivés pour démocratiser, alors la réalité augmentée, hein, pour l'instant, la réalité virtuelle, ou le 360, c'est encore un petit peu, mais on va prendre ARCore et ARKit, arrivent pour démocratiser l'utilisation de la réalité augmentée dans le grand public. Est-ce que vous ne pensez pas tout simplement que l'année prochaine, sous la pression d'utilisateurs et peut-être un petit peu sous la pression des coûts, ces solutions-là vont simplement être intégrées, comme vous l'avez dit, sous forme de méta SDK dans des solutions industrielles. Et puis, ben voilà, on aura réglé notre problème, solution dédiée, solution générique. Aujourd'hui, il y a quand même encore quelques points, quelques inconnus. C'est les roadmaps de ces développeurs de SDK. Je pense que ça sera inconnu très longtemps. Souhaite-t-il adresser le marché professionnel? Souhaite-t-il adresser le marché grand public? Est-ce qu'un industriel aujourd'hui peut faire le choix d'intégrer ce type de solution et d'être dépendant de cette solution